Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Gagnon, qui est directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, on va parler, en fait, on va se poser, puisque vous êtes pour la Fédération canadienne des contribuables, on va se poser la question suivante, là, qui défend les contribuables? Et dans le fond, on va aborder les finances publiques et la responsabilité de l'État. Pour commencer, j'ai envie de parler de l'éléphant dans la pièce aujourd'hui sur ce sujet, c'est-à-dire la dette publique. Quand on parle de la dette publique des gouvernements à la fois du Québec et du Canada, de quoi parle-t-on réellement? Puis pourquoi cet enjeu-là devrait préoccuper les citoyens? Oui, ben, la dette publique, c'est effectivement, c'est comment dire, c'est de l'héritage des différentes politiques publiques, des différents gouvernements, en fait, malheureusement, aux générations futures de contribuables, puisque, veut pas, on le dit souvent, les déficits d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Puis comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, c'est vraiment parce que, veut pas, il y a un coût à l'endettement. Pour venir à ça, si on regarde, par exemple, la dette fédérale du Canada, au cours des 10 dernières années, elle a carrément doublé. Quand Justin Trudeau arrive au pouvoir en 2015, au budget de 2016, là, à son premier budget, la dette était d'environ 616 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est aux alentours, du moins d'ici la fin de l'année, on perd d'environ 1350 milliards. Donc, elle a doublé. Et qu'est-ce que ça donne en retour? C'est que cette année, on paye environ 1 milliard de dollars par semaine en intérêt sur la dette. C'est 55 milliards qu'on paye en impôts qui s'en vont directement sur des intérêts sur une dette qui est quand même appelée à augmenter. Donc, c'est toute une marge de manœuvre qui est coupée dans notre budget pour de l'argent qui s'en va nulle part autre que sur des intérêts. Et malheureusement, d'ici la fin de la décennie, selon la tendance qu'on observe présentement, ça devrait monter à pas loin de 80 milliards par année. C'est assez colossal. Juste à titre d'exemple, le gouvernement fédéral, présentement, paye plus en intérêt sur la dette que ce qu'il collecte en TPS ou que ce qu'il transfère aux provinces en transfert en santé. C'est assez énorme. Puis si on regarde, par exemple, au niveau québécois, on a quand même une dette assez importante. Là, quand François Legault dépose son premier budget en 2019, la dette est d'environ 199 milliards, là, la dette brute du Québec pour juste le gouvernement. Là, elle est à 272 milliards. Ça veut dire qu'on paye 10 milliards en intérêt sur la dette. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est sapé directement de notre marge de manœuvre collective. Et malheureusement, c'est un chiffre qui est appelé à augmenter aussi d'ici la fin de la décennie. Donc, que penser de ça? Ben, c'est malheureusement c'est ce qui arrive quand un gouvernement dépense trop par rapport à sa capacité, par rapport à ses revenus et surtout donc par rapport à la capacité de payer des contribuables. Hmm. Évidemment, pendant ces périodes de temps-là là, que vous nommez, il y a la pandémie là, qui vient en Mhm. tête au premier chef. Est-ce que, ça a accéléré la croissance de la dette? Euh, De un, peut-être on peut se poser la question, est-ce que c'était justifié, toutes les dépenses qui ont été faites durant la pandémie? Et deux, peut-être, où en sommes-nous aujourd'hui, là? Est-ce qu'on est en train de se sortir de ça ou au contraire, là, vous semblez dire que ça va se perpétuer puis qu'on va continuer de s'endetter davantage? Ben, on va le dire, la COVID, avec toutes les raisons du monde, a forcé les gouvernements, tant au Canada qu'à travers pas mal tout le monde entier, à aller au-delà de leur marge de manœuvre, à s'endetter drastiquement avec des programmes d'urgence, notamment la PCU ou tous les autres programmes aussi je pense, de subvention salariale. Sauf que malheureusement, comment dire, la COVID a aussi le dos large. Mm. Puis le directeur parlementaire du budget, l'ancien, malheureusement, parce qu'il n'y en a plus à Ottawa présentement, on attend de voir c'est qui le prochain, mais l'ancien Yves Giroux, en 2022, a publié un rapport où ce qui démontrait à peu près le tiers des nouvelles dépenses. Il faut comprendre qu'en 2021, en 2020 et 2021, le gouvernement fédéral a dépensé 586 milliards de dollars de plus pour répondre aux besoins liés à la COVID. Sauf que ça a été déterminé qu'environ le tiers de ces dépenses-là, pas loin de 200 milliards, n'avait rien à voir avec la COVID. Mm. C'était donc on a profité de l'état d'urgence pour accélérer des investissements. Puis je vais prendre le temps de mettre investissement entre guillemets parce que c'est souvent ce que les gouvernements disent. Ils vont justifier leur endettement, leur déficit en disant bon, on n'a pas le choix de faire des investissements stratégiques. Or, normalement, on s'attend à ce que ces investissements donnent, je ne sais pas, une amélioration concrète au niveau de l'économie. C'est pas tout à fait ce qu'on perçoit présentement, mais il n'en reste que oui, on a utilisé la COVID quand même comme étant une manière de justifier des dépenses qu'on n'aurait peut-être pas pu justifier autrement si on n'avait pas été dans une situation d'urgence. Mhm. Et puis, on entend beaucoup parler récemment, là, justement, en rapport avec la dette publique,
il y en a plusieurs qui ont des craintes en termes d'enjeux intergénérationnels. Donc, on voit, bon, on n'est pas au niveau de la France avec c'est Nicolas qui paye, là, mais Ouais. on entend quand même des gens bon, lever un peu le drapeau rouge par rapport aux jeunes générations. On le voit, là, il y a des, tu sais, il y a des bon, difficultés d'accès au logement, c'en est une qui revient souvent, mais juste même l'abordabilité du logement, perte de flexibilité budgétaire, donc transfert du fardeau, vous l'avez dit, là, vers les générations futures. Est-ce que vous partagez ces craintes-là? Si oui, dans quelle mesure, puis pourquoi? Ben, c'est vrai qu'il y a une véritable injustice générationnelle parce que, bon, on va se le dire franchement, je pense que notre génération, puis je vais prendre peut-être les moins de 40 ans, là, je vais prendre comme un gros bloc de la population, mais juste au courant des 6 dernières années, ce qu'on a vu, pas juste de la pandémie, mais aussi de l'effondrement du pouvoir d'achat, puis pour une génération complète, surtout les moins de 25 ans, eux autres, ils ont vraiment vu le pouvoir, le rêve de devenir un jour propriétaire carrément s'effondrer également. Et là, ben, après ça, ils se retournent de bord et qu'est-ce qu'ils constatent? Ben, ils constatent des services publics qui s'effondrent, des infrastructures qui tiennent à peine debout. On voit une dette colossale qui, veut pas, leur coûte très cher. On ne prend pas vraiment acte de ça au Québec. C'est rare qu'on s'intéresse, par exemple, aux services sur la dette, puisque nous coûte la dette annuellement. Mais c'est un montant qui est quand même significatif, même si on dit ah, c'est juste 1,5 du PIB, c'est pas si grave. Oui, mais attendez, c'est 10 milliards de dollars. Le nombre de miracles qu'on pourrait faire avec cet argent-là, c'est innombrable. Donc, de dire que cet argent-là, il n'ira pas dans les services publics, il n'ira pas non plus dans les poches des contribuables des futures générations, mais va en fait plus haut. C'est plutôt l'inverse. On va continuer à payer de plus en plus pour cette dette-là qui est hors de contrôle. Et malheureusement, l'interrogation principale de certains, c'est pas se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement alléger ce fardeau-là puis faire en sorte que les générations futures n'ont pas un poids insurmontable ou plutôt un poids intenable. Ben, Mhm. on s'intéresse plutôt à comment est-ce qu'on peut augmenter les impôts à la place. On s'intéresse plutôt à davantage d'interventionnisme. Puis à la fin de la journée, ben, cette injustice-là, ben, va peut-être se perpétuer. Donc, c'est quand même très dommage qu'on perçoit présentement. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de solutions politiques qui sont mises de l'avant de manière concrète par les principaux partis présentement, du moins pour renverser cette tendance-là, ce qu'on peut dire, cette pente glissante, malheureusement. Mhm. On a brièvement parlé de fiscalité. Mhm. Je vais en profiter pour poursuivre là-dessus. Le Québec est souvent présenté comme l'un des endroits les plus taxés en Amérique du Nord. Cette perception-là, est-ce qu'elle correspond à la réalité? Et puis, comment ça évolue? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même des baisses d'impôts, des baisses de points sur les taxes à la consommation. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Puis, est-ce que c'est vrai qu'on est toujours parmi les plus taxés en Amérique du Nord? Malheureusement, c'est toujours le cas. Hmm. Ça serait attendu à ce que la fameuse baisse d'impôt qui a été livrée par la CAQ en 2023, c'était 1 point de pourcentage sur les 2 premiers paliers d'imposition. C'était quand même pas mauvais. En fait, on a fait partie des rares groupes à accueillir ça très favorablement. C'était la première baisse d'impôt qu'on avait au Québec depuis possiblement Pauline Marois, quand elle était ministre des Finances. Donc, il faut remonter quasiment 20 ans en arrière pour avoir une baisse d'impôt similaire. Et donc, malgré cette baisse d'impôt-là, on est quand même la province avec le plus important poids fiscal, en fait. Je suis allé regarder justement le dernier rapport qui est bilan de la fiscalité du Québec de l'édition 2026 de la chaire en recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Là. Peut-être que je manque un peu le nom de l'organisme, mais il n'en reste que selon leur, en fait, le bilan comme tel, on établit que 38 là, 38,6 du PIB, c'est la pression fiscale qui est ressentie là, sur les Québécois. Donc, ce qui veut dire qu'essentiellement, plus du tiers de l'économie québécoise, ce sont des taxes et des impôts là, qui alimentent le tout. Puis quand on compare ça en termes de pression fiscale avec les autres provinces canadiennes, on est plus aux alentours de 33-36. Donc, on est bien au-delà des autres provinces. Puis quand on se compare avec les autres pays, on est à peu près, je pense qu'on est 11e par rapport à tous les autres pays de l'OCDE. Quand si le Québec était un pays, on serait dans cette position-là. Donc, malheureusement, on ne fait pas meilleure figure. Il y a quand même eu un effort de la part du gouvernement de la CAQ. C'est rare qu'ils sont salués pour ça. Il y a eu la baisse d'impôts, mais il y a eu le plafonnement des tarifs du gouvernement suite à la pandémie. Il y a eu la période d'inflation, puis on voulait éviter qu'il y ait une pression inflationniste importante sur les tarifs. Donc, on plafonnait ça à 3. Même chose pour les tarifs d'Hydro-Québec, quoique la problématique, c'est qu'avec Hydro-Québec, on leur donne aussi un mandat d'électrifier massivement. Donc, ça va Les peut-être ça. tarifs sont voués à augmenter. C'est Ouais. exactement à long terme, ça va nous péter d'en face, là, si on peut prendre Mhm. l'expression, mais sinon, le gouvernement de la CAQ a quand même essayé de protéger le portefeuille des Québécois avec quelques mesures, mais ça a été nettement insuffisant pour changer la tendance, ou du moins la situation du Québec par rapport à notre poids fiscal. Mm.
Et puis, ben là, récemment, on entend quand même beaucoup dans les médias, qu'on n'aura pas le choix d'augmenter les impôts. Je pense que là, je fais référence à un article de Francis Veil dans la presse, mais il y avait aussi cette proposition de l'IRIS d'augmenter ou en fait d'ajouter des paliers d'imposition pour faire payer les plus riches. Or, je pense qu'il y a aussi, tu sais, quelque chose dont on va tenir compte dans cette équation-là, c'est que, puis vous me corrigerez, vous êtes sans doute meilleur avec les chiffres, mais qu'il y a une très petite proportion, finalement, des Québécois qui payent une vaste partie de l'impôt. Donc, est-ce que en augmentant, on va nécessairement récupérer cet argent-là ou est-ce qu'il y a une possibilité au contraire, ça soit un petit peu, dans le fond, un coup d'épée dans l'eau? Il y a une chance que ce soit effectivement un coup d'épée dans l'eau. C'est sûr que nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on va s'opposer à toute augmentation d'impôts, là, pour reprendre les bonnes paroles de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus en 2022, Over my dead body. Là. Mais plus sérieusement, c'est malheureux qu'on s'intéresse davantage à ce levier-là. Donc, on regarde l'état des finances publiques, puis avec raison, là, on regarde les déficits qui ont été cumulés au cours des dernières années. La décote de Standard Poor's l'année dernière a fait mal. Ça a forcé le gouvernement de François Legault à carrément changer leur stratégie, à s'engager à faire des coupures dans les programmes ou surtout dans les ministères. Là, ils ont quand même coupé pas loin de 3500 effectifs dans la dernière année, puis ils veulent continuer à en faire. Et pourquoi? Bien, ils n'ont pas le choix. Sauf que la réalité, c'est qu'ils ne vont pas assez loin. Parce que, bon, on pourrait parler de long en large là, de comment est-ce que le poids de la fonction publique a augmenté et son coût au cours des dernières années. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment fait de ménage dans les dépenses, comme par exemple, ça a été fait en 2015 avec la commission Robillard qui avait été faite par Philippe Couillard à l'époque. Où est-ce que là, il y avait eu la fameuse période de rigueur ou d'austérité, peu importe comment on l'appelle, mais ça avait donné des résultats intéressants. C'était vraiment intéressé au programme de dépenses qui affectait effectivement les capacités du gouvernement à balancer ses livres. Sauf que là, on n'essaie pas d'aller là. Quand on regarde, par exemple, le plan qui a été présenté par Éric Girard dans son dernier budget pour équilibrer le budget, bon, c'est facile de faire des projections sur 5 ans quand il nous reste 6 mois au gouvernement, mais il n'en reste que le plan est simple. On va contrôler l'augmentation des dépenses en espérant qu'elles n'augmentent pas trop rapidement. On va espérer que la croissance économique soit au rendez-vous, ce qui devra amener des revenus supplémentaires. Puis, on va espérer que les négociations pour l'accord Canada, États-Unis, Mexique se passent très bien. Donc, il y a beaucoup de wishful De vœux thinking. pieux, là, Oui, oui. exactement. Ouais. Donc, il n'en reste que c'est vrai que cette stratégie-là n'est pas plus tenable que d'augmenter les impôts dans le contexte qu'on connaît présentement. Les Québécois ne sont pas prêts à payer plus d'impôts, puis même que des sondages récemment qui ont démontré qu'ils préféraient qu'il y ait des coupures de programmes plutôt que de voir les impôts augmenter. Donc, la discussion par rapport à ça a quand même grandement évolué parce qu'au courant des dernières années, le simple fait de s'attaquer au programme, comme par exemple le gouvernement libéral en 2014 et 2018, ça a été je veux dire, ça a été pourfendé. Là. Je veux dire, la Mm. population était sortie, il y avait eu des Les manifestations. casseroles, oui, oui. Exactement, c'est comme une reprise de 2012. Puis la CAQ est arrivée au pouvoir en promettant de réinvestir massivement pour corriger ce qui avait été fait par l'ancien gouvernement. Et puis ça va être acclamé par pas mal tout le monde. Donc, malheureusement, on est dans cette posture-là présentement, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas une capacité d'augmenter les impôts. Puis on est dans une situation où est-ce que si on augmente les impôts davantage, peu importe le palier d'imposition, ça va nuire à la productivité économique du Québec et à notre capacité d'attraction pour diversifier, amener des investissements, puis continuer à développer notre économie. Mm. Donc, j'entends peut-être de contrôler davantage les dépenses plutôt que de chercher à augmenter les revenus. Mais Absolument. s'il faut augmenter les revenus ou enfin, est-ce qu'il y a des avenues qui sont privilégiées, par exemple, quant à la proportion, si on veut, là, de l'impôt sur le revenu, taxe à la consommation, taxe foncière, cotisation sociale ou éco-fiscalité ou encore ajouter plus de principes d'utilisateurs-payeurs comme des péages ou autres. Est-ce qu'il y a une avenue à privilégier autre que celle d'augmenter l'impôt sur le revenu selon vous? Ben, c'est sûr, par exemple, là, vous mentionnez utilisateur payant. Je pense qu'il y a cette discussion-là qui revient de plus en plus au niveau des projets d'infrastructure, Mm, notamment la question du troisième lien mm, Québec. Moi, je ne suis pas du tout contre quelconque projet d'infrastructure pour ce que ça vaut. Sauf que la réalité, c'est qu'on regarde, par exemple, l'état des finances publiques, puis on regarde aussi le plan quinquennal du Québec sur ces infrastructures des prochaines années. Ça va nous coûter cher à soutenir tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire les infrastructures sans se retrouver avec comment dire, une dette encore plus astronomique, ben, c'est de faire en sorte qu'il y ait des partenariats avec le privé, justement, pour faire en sorte que ces projets-là se payent d'eux-mêmes et mm. s'entretiennent d'eux-mêmes. Je veux pas parce qu'il y a un coût d'entretien qui vient par la suite. Oui, l'entretien, on l'a beaucoup négligé. Puis c'est effectivement, ça fait partie. Tantôt, vous parliez d'investissement, tu sais, qu'on
on dit souvent que c'est un investissement pour justifier les dépenses. Alors, Mhm. tu sais, je pense que c'est un peu ce qui a joué dans la décote, c'est que, bon, la CAQ a investi parce que tout tombe un peu en ruine, là. Donc, il n'y avait pas le choix d'augmenter les investissements pour les infrastructures. Maintenant, est-ce qu'il y aurait lieu de s'interroger sur, je crois que c'est l'Ordre des ingénieurs qui mettait de l'avant cette idée de faire comme l'équivalent d'un fonds de prévoyance pour forcer, si on veut, les gouvernements à investir dans le maintien d'actifs d'infrastructures parce que c'est toujours plus facile de dépenser pour autre chose, du neuf et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Ben, c'est une bonne idée, puis surtout de dépolitiser, en fait, les questions qui touchent les infrastructures, parce qu'on a vu à quel point il y a eu tout un carrément une partie de ping-pong sur le troisième lien, sur le tramway de Québec, sur, le REM, sur, tous ces projets d'infrastructure-là qui ont quand même une importance, hein, pour les régions qui desservent. Mais c'est aussi à quel point, ces projets-là ont été effectivement échappés, puis il y a eu beaucoup de manque de prévoyance, justement. Par exemple, le tramway de Québec, on ne sait toujours pas combien il va coûter. Mm. On ne sait toujours pas c'est quoi la participation du gouvernement fédéral là-dedans, puis ça va être quoi la participation finale du gouvernement du Québec ou plutôt de la Caisse de dépôt et placement infra. On peut dire la même chose pour le troisième lien, après quoi, 8 ans, on n'a toujours aucune idée où est-ce qu'il va se faire. Il va-tu être à l'est, il va-tu être à l'ouest, il va-tu être avec un péage, ça va-tu être un tunnel finalement, on ne le sait pas. Ou même s'il Euh, va se faire, ouais. Exact. Mais par contre, on a quand même dépensé, juste pour le troisième lien, on était à pas loin de 150 millions de dollars en dépenses en contrats, donc qui vont être nécessairement payés, engagés pour un projet qu'on ne sait pas dans quelle direction il va. Mais imaginez maintenant ça à la grandeur du Québec. Tous les écoles, tous les hôpitaux. On parle souvent de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais c'est pas le seul qui tombe en ruine au Québec. Donc, dans le dernier budget, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une révision vraiment des priorités du PQI pour faire en sorte que, je pense, 70 des nouvelles dépenses ou des dépenses engagées pour les prochaines années vont être pour la maintenance des infrastructures. Puis ça, c'est un changement de cap assez important et ça va corriger un peu ce qui avait justement mené à la décote l'année dernière. Donc, oui, je pense que c'est une bonne chose, mais maintenant qu'on s'intéresse à la question des revenus, comme vous avez mentionné initialement, malheureusement, je dirais que pour l'instant, les avenues sont limitées pour maximiser les revenus parce que ce qu'il faut faire présentement, puis si on veut les augmenter, c'est de justement, c'est bizarre ce que je veux dire, mais il faut réduire les revenus pour augmenter les revenus. C'est-à-dire, il faut réduire les impôts pour attirer les investissements. Présentement, au Québec, veut pas, on n'a pas juste un poids fiscal important pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et en plus, ben, c'est sans oublier le fait que quand on parlait tantôt des tarifs d'Hydro-Québec qui étaient plafonnés pour les particuliers, c'est pas le cas pour les entreprises. Mm. Donc, eux, les PME écopent déjà de ce poids-là. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Puis ça, on le propose généralement à tous nos mémoires prébudgétaires, c'est de réduire les impôts pour les entreprises. En contrepartie, d'éliminer les subventions aux entreprises, ce qui fait en sorte qu'on crée un environnement réglementaire beaucoup plus compétitif, qui serait peut-être plus intéressant pour les entreprises étrangères comme ici à se lancer ou à se développer davantage. Et la raison aussi pour laquelle je pense que c'est important d'aller dans cette avenue-là, c'est que présentement, on a un gouvernement qui est trop interventionniste. C'est vraiment ce qui revient trop souvent au Québec et ce qui crée des distorsions, en fait. Je donne un exemple souvent là-dessus. C'est imaginez, vous voulez ouvrir une boulangerie, vous voulez produire du pain, puis vous avez une idée qui est sensationnelle, vous avez votre business plan, vous voulez passer à la banque puis signer le bail, et juste avant que vous venez pour signer pour l'acquisition de votre atelier et être en mesure de lancer votre opération, ben, vous apprenez que le gouvernement du Québec va donner un chèque, une subvention à votre compétiteur direct. Là, vous vous dites, ben là, moi, soit je rentre en compétition avec quelqu'un qui est financé par le gouvernement, donc bonne chance pour moi, soit vous retirez ou vous espérez peut-être aller chercher des subventions de votre côté en vous disant, ben, je vais devoir donc avoir mon armée de lobbyistes et d'avocats pour avoir droit aux mêmes avantages. Ça crée des distorsions de ce type-là où finalement, soit les entreprises se battent pour elles-mêmes être subventionnées ou se retirent de l'équation en se disant, ben, je ne peux pas être en compétition contre une entreprise qui est subventionnée. Je n'aurai pas la capacité d'être compétitif. Mhm. Euh, Par-delà, si on veut, la question de la fiscalité, est-ce que l'essentiel, là, dans le fond, le nœud du problème, si on veut, c'est pas plus, par ailleurs, là, sur le rapport qualité-prix des services publics qu'on reçoit, dans le sens où on investit beaucoup. Je pense que les gens, tu sais, il y a une fatigue fiscale dans le sens où on paye beaucoup d'impôts. Mais en contrepartie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils n'en ont pas, disons, pour leur argent en termes de Mhm. services publics. Est-ce que vous sentez que c'est là peut-être le nœud du problème? Oui, c'est un autre paradoxe, puis on l'a souvent entendu. Moi-même, je l'ai déjà dit haut et fort à un certain moment dans ma vie en me disant, c'est pas que ça me dérange de payer des Mm. impôts. Ce qui me dérange, c'est de pas en avoir pour mon argent. Mm. Si on avait l'impression, comme dans certains pays
mettons, plus européen, plus scandinave, où est-ce qu'on paye à la limite même plus d'impôts, plus de taxes à la consommation, mais puis là, je suis pas en train de dire qu'on devrait payer plus pour en avoir plus parce qu'on en paye déjà suffisant, mais si on avait les mêmes résultats, on serait probablement satisfait de notre niveau d'imposition actuel. On dirait, ben, dans le pire des cas, au moins quand je vais à l'hôpital, ça me prend 1 heure pour voir un médecin. Dans le pire des cas, quand je me sens mal, je prends mon téléphone, j'appelle mon médecin de famille. Je suis pas sur une liste d'attente en espérant en avoir un Mm. bientôt comme pour loin d'1 million de Québécois. Quand je me promène dans les rues de Montréal, je dois pas être en zigzag constamment parce que je veux éviter de briser mon pneu sur un énième nid de poule. Mm. Donc, je veux dire, je pense que le Québécois moyen se dit, je paye beaucoup trop pour ce qu'il y a en retour. Donc, c'est quoi la solution de me faire croire que si j'en paye davantage, je vais avoir mieux? La réalité, c'est que le gouvernement, puis ça, on le dira jamais assez, il n'y a pas un problème de revenus au Québec. Contrairement à ce qu'on peut prétendre, c'est plutôt l'inverse. On a un problème de dépenses. Même que quand on regarde les derniers budgets des dernières années, on remarquait qu'il y avait cette forme de déficit structurel où est-ce que les dépenses augmentent à un rythme 2 fois plus élevé que les revenus. Quand on regarde le taux de croissance, l'année dernière, c'est à peu près ça. Cette année, c'est la première fois qu'on voit que c'est une tendance inversée, mais l'année dernière, les revenus avaient augmenté d'environ 2,3-2,4. Les dépenses, eux, c'était 4,3. Donc, il y avait. Puis ça, c'est une tendance qu'on a observée sur les 20-25 dernières années. Là, il y a un changement de cap, mais on ne sait pas si ça va durer. Il y a une nouvelle première ministre bientôt dans 2 semaines. Il va y avoir une élection dans quelques mois. Tout peut changer d'ici le prochain budget. Finalement, les projections ne valent rien. Mais pour venir à votre question, je pense que les Québécois, présentement, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un ménage de fond en comble dans la machine gouvernementale avant même qu'on leur dise, OK, là, on n'a pas le choix, il faut augmenter les impôts. Ils vont Mhm. s'attendre à ce qu'il y ait des sacrifices en haut de la pyramide. Ils vont s'attendre à ce que, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on gèle des salaires, qu'on coupe vraiment dans la haute fonction publique, qu'il y ait un indice clair, que c'est pas juste les Québécois qui vont devoir se serrer la ceinture encore une fois pour ne pas en avoir plus pour leur argent final, là. De mener les deux chantiers de front, si on veut. Exact. Euh, Là, on a un peu brossé le portrait des dépenses publiques, là, mais comment elles ont évolué au Québec au cours des dernières décennies? Puis dans quel secteur précis là, on observe les hausses les plus importantes? Je pense que vous avez parlé de ressources humaines, entre autres, là, Mhm. de taille de l'État. Peut-être nous en dire davantage sur ces dépenses-là. Oui, ben quand on regarde, par exemple, les dépenses consolidées du gouvernement du Québec, donc juste en 2019-2020 versus aujourd'hui, entre le premier budget de la CAQ et le dernier, on est passé de 113 milliards de dollars en dépenses à 170 milliards. Mm. Donc, c'est quand même significatif. Et ben, la part du lion là-dedans des nouvelles dépenses, c'est aller en santé. On en parle rarement. Là, puis c'est drôle parce je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dans le système de santé qui est satisfait de la Mhm. rapidité de la prise en charge. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une part significative de ces dépenses-là qui sont allées justement pour améliorer les services, pour l'embauche de personnel, d'infirmières et autres. Puis bien sûr, il y a quand même une part non négligeable qui est allée dans l'éducation, dans les services sociaux. Je pense à titre d'exemple comme ça, là, en fait, la santé et les services sociaux en 2018, c'est 42 milliards de dollars qu'on dépensait au total. C'est quand même significatif. On est rendu à 68 milliards. Mhm. 26 milliards de dollars de plus par année en 6 ans, pardon, en 8 ans. On s'attendrait à voir une amélioration concrète à quelque part. Puis je dis pas que dans les services de santé, il n'y a pas une amélioration au niveau de la recherche ou de la prise en charge ou des soins. Mhm. Ça, je pense que quiconque est pris en charge dans le système de santé est Oui. généralement satisfait, Oui. mais c'est l'accessibilité qui, elle, n'a pas du tout été améliorée. Et ça, bon, on comprend qu'il y a une période de pandémie là-dedans, mais il n'en reste que, en termes d'augmentation de dépenses, là, à peu près à chaque année, c'est entre 6 et 7 qu'on a augmenté les dépenses en santé et les services sociaux. C'est au-delà de l'inflation, presque à Mhm. chaque année. Donc, on entend des gens qui disent qu'on sous-finance la santé, c'est assez faux. Euh, En même temps, avec le vieillissement de la population, est-ce que c'est attendu que ça va être voué à augmenter, puis peut-être à prendre une plus grande part du budget aux dépens de l'éducation, encore une fois? Oui, puis c'est possiblement le plus gros enjeu qui attend le Québec pour les prochaines décennies. On en parle rarement, même dans ma position, parce que c'est un sujet C'est qui touche. délicat. C'est Ouais. délicat parce que ça touche plusieurs éléments dans la société civile au Québec où est-ce qu'on n'aime pas trop parler de natalité, on n'aime pas parler de vieillissement, Mhm. parce que c'est comme si on faisait de l'âgisme. Mais la réalité, c'est que on va frapper un mur au niveau de notre fiscalité parce que je regardais les projections de Statistique Canada. Présentement, on a une population au Québec 9,1 millions d'habitants. Dans 25 ans, on va être encore à 9 millions.
Ça, c'est 25 ans de stagnation où est-ce qu'on a une population vieillissante qui va avoir de plus en plus de besoins, en santé, bien sûr. Mais est-ce qu'on aura un plus grand pourcentage de contribuables d'ici là? Malheureusement, C'est l'inverse, en c'est fait. Oui. exactement. Donc, avec en plus un taux de fécondité à 1,3 bébés par famille, puis là, ça touche le sujet tabou. Il n'en reste qu'au final, on doit s'attendre à ce que le poids des services en santé soit de plus en plus important. Et là, le débat est maintenant à voir ce qu'on veut, à regarder un modèle de santé public comme c'est présentement, où on s'intéresse à davantage de privatisation pour laisser l'opportunité aux gens de choisir leurs services de santé et aussi, ben, en contrepartie, permettre aux offres privées de s'installer au Québec. Donc, ça va être le gros enjeu pour les Mhm. prochaines décennies, c'est garanti. Quand vient le temps de mesurer l'efficacité des dépenses publiques, Mhm. est-ce que on peut vraiment réellement les mesurer? Et si oui, tu sais, par quels outils? Euh, Est-ce que la taille croissante de l'État complique cette évaluation-là là, de la performance? Absolument, à tous les niveaux. Une chose qu'on peut, quand on parle de l'augmentation des dépenses, puis on se dit, ben, à quel point c'était efficace. Je pense que c'est justement la question de la fonction publique. Quand François Legault est arrivé au pouvoir, ou du moins dans le premier exercice financier, il y avait environ 499 000 employés de l'État dans les ministères comme dans le secteur parapublic. Là, il y en a 608 000. C'est une augmentation de quand même 22 sur 8 ans, sur une période de temps où est-ce que le Québec la population a augmenté d'environ 9. En contrepartie, le coût en fait, de la fonction publique en termes de rémunération globale, c'est d'environ 44-45 milliards en 2018. On est rendu à 65 milliards aujourd'hui, par année, bien sûr. C'est une augmentation d'environ 43-44 au total. C'est un rythme 2 fois plus élevé que l'inflation observée sur cette période-là. Donc, dans tous les cas, on se dit maintenant, OK, on paye pour beaucoup plus de fonctionnaires, donc 109 000 de plus. On les paye mieux On les paye mieux parce qu'il y a aussi eu les négociations avec le Front commun en 2023 en qui... éducation. Exact, Ouais. c'est juste ça, juste cette composante, les négociations des conventions collectives avec le Front commun. Juste ça, d'ici 2028, ça va nous avoir coûté 11 milliards de plus sur l'ensemble de la rémunération globale de l'ensemble de l'appareil de l'État. Donc, il en reste qu'on a augmenté ça drastiquement et ça pèse lourd sur l'ensemble des finances publiques. Maintenant, on a plus de personnel, comme on dit souvent, on a plus de gens dans la machine, mais comment ça se fait que ça ne s'améliore pas? Et Mhm. là, ben, il faut s'intéresser au diable dans la pièce, plutôt le diable dans les détails dans ce cas-ci, parce que beaucoup de ces nouvelles embauches, c'est des employés de bureau. Mhm. On le dit rarement, mais pas loin de 55 des nouveaux effectifs dans le parapublic. Donc, on parle de santé, on parle de services sociaux, de sécurité, d'éducation. On pense que si on embauche du monde là-dedans, c'est nécessairement des professeurs et des infirmières. Or, c'est pas tout à fait le cas. Beaucoup d'employés de bureau, de techniciens ou autres, et de cadres dont le rythme de croissance était plus élevé que ce qu'on a observé chez les infirmières et chez les professeurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas augmenté ces effectifs-là, mais on a clairement priorisé la bureaucratie au-delà des services de première ligne. Et ça, ben, ça se fait ressentir au niveau du coût, puis aussi au niveau du manque d'amélioration dans ce que les gens aimeraient voir dans la vie de tous les jours. C'est comment ça se fait que je vais à l'urgence puis j'attends aussi longtemps qu'il y a 10 ans en Même arrière. si on a augmenté de 22 les effectifs. Exactement. Puis donc, de ce pourcentage-là, du 22 est-ce qu'on sait un petit peu dans quel secteur? Ou est-ce que c'est dû, parce que c'est quand même surprenant, parce que la CAQ, quand même, s'était engagée à limiter, voire diminuer la taille de l'État. Mhm. Donc, cette augmentation-là, est-ce qu'elle est due à des nouveaux programmes, à des nouveaux ministères? Tu sais, elle est le fruit de quoi? Parce que dans le fond, on sent qu'ils n'avaient pas la volonté d'augmenter de 22 les effectifs à la base. Non, exact. Donc, est-ce qu'on sait, peut-être vous ne le savez pas, mais est-ce qu'on sait à quoi elle est due, cette augmentation-là? Oui, je le sais, c'est juste malheureusement, je m'intéresse à ces chiffres plates de même, mais la réalité, c'est que la CAQ voulait effectivement faire le ménage. En 2018, ils voulaient réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires dans les ministères. Finalement, ils en ont ajouté pas loin de 12 000. Puis dans le dernier budget, ils ont corrigé ça d'environ 3 500 postes. Mm. Donc, au total, c'est environ 9 000 effectifs de plus dans les ministères. Donc, je disais tantôt 109 000 nouveaux employés sous la CAQ depuis 2018. 9 000 dans les ministères, 100 000 dans le reste de la machine, donc dans le parapublic. Et oui, en bonne partie, en fait, c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'ajout de programmes, mais aussi d'ajout de ministères, puis de manque de contrôle sur la croissance des effectifs. J'étais tombé sur les effectifs du ministère de l'Environnement, parce que
il y a eu tout un branle-bas de combat. On se rappelle, là, au coin de la dernière année, quand il y a eu l'annonce qu'il allait y avoir des coupures dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, notamment un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, en disant c'est épouvantable, ça va affecter les services à la population. Maintenant, je demande à quiconque dans la population de me dire quand est-ce qu'on va appeler le ministère de l'Environnement pour avoir un service. C'est pas tout à fait un ministère pour ça, mais quand la CAQ arrive au pouvoir en 2018, il y a 1700 fonctionnaires dans ce ministère-là. Dans la dernière évaluation des effectifs, il y en avait au-dessus de 3900, pas loin de 4000. Donc, on a plus que doublé les effectifs dans certains ministères où est-ce qu'il n'y a pas de services directs à la population qui sont offerts. On a aussi créé des nouveaux ministères comme le ministère de la cybersécurité et du numérique, c'est 2000 effectifs. Bon, on pourra dire ce qu'on veut sur leur utilité, mais il en reste qu'on voit quand même une accumulation de tous ces programmes, tous ces projets informatiques. On perd carrément le fil au niveau du coût de leur budget ou des dépassements de coûts. SACLIX n'était malheureusement que la pointe de l'iceberg, là, parce qu'il y a quand même pas loin de 1000 projets informatiques en cours au Québec et je ne suis pas sûr qu'ils en gardent le fil de manière si assidue. Mais on peut regarder à tous les niveaux aussi, comme je disais, ce qui s'est passé dans le parapublic. Malheureusement, on a acheté beaucoup d'effectifs au niveau du personnel de bureau. Beaucoup qui se sont ajoutés dans les centres de services scolaires. Donc, on se rappelle, la CAQ Oui. voulait abolir les commissions scolaires. Finalement, ils ont même gardé l'acronyme, ils ont juste changé le nom. Puis c'est devenu des centres de services et on a continué à ajouter de la bureaucratie là-dedans. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont inutiles, loin de là. Mais comme je le rappelle, on a augmenté ces effectifs-là à un rythme 2 fois plus élevé que la croissance de la population. Il y a un problème significatif à ce niveau-là, puis c'est dû au fait qu'on a ajouté des effectifs sans faire une révision de leur utilité. Et ça Ou me... sans en enlever ailleurs, là. Exactement. Ouais. Donc, on n'a pas fait le ménage en contrepartie. Puis même dans le dernier budget, je dis qu'ils ont coupé 3500 postes, mais au final, ça ne se ressent pas au niveau global parce qu'on a coupé 3500 postes dans les ministères, mais on a engagé pas loin de 5000 dans le parapublic. Donc, pour le contribuable qui paye pour tout ce monde-là, il n'y a pas vraiment de différence comptable, là. Non, effectivement. J'irais du côté de la transparence, la reddition de comptes. Quels mécanismes là, permettent réellement aux citoyens de surveiller? Vous vous dédiez à ça, mais les citoyens ordinaires, quels mécanismes là, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, disons, pour surveiller l'usage de l'argent public ou même, si on veut, même peut-être intervenir ou donner leur opinion par rapport à ces usages-là? Et est-ce que ces mécanismes-là sont suffisants actuellement, selon vous? Malheureusement, il y a une insuffisance de mécanismes au Québec en termes de surveillance. Il y en a un à Ottawa que je trouve très intéressant, qui est le directeur parlementaire du budget. C'est Euh, celui qu'on ne sait pas si ouais, OK, qu'on ne OK. sait pas si on va en avoir un autre parce que malheureusement, ils ont des mandats limités. Il y a eu un directeur intérimaire, Jason Jarre, qui a fait un bon travail, mais il n'est plus en poste. Donc, on ne sait pas qui va être à Ottawa ce nouveau chien de garde des contribuables, littéralement, parce que son rôle, c'est un peu plus en amont par rapport à ce que le vérificateur général va faire, qui a un rôle très important à ce niveau-là, au niveau de la reddition de comptes, parce que le vérificateur général veut pas, il va quand même faire une évaluation après les faits, Après coup, là. après coup. Donc, Il est trop tard. exact. Il est trop Ouais. tard, mais il faut quand même aller au fond des choses pour éviter que ça se reproduise. Donc, il y a quand même une utilité à ça. Le directeur parlementaire du budget, lui, il va aller un peu plus loin. Il va faire, comment dire, preuve d'une transparence que généralement nos ministres ne sont pas capables de faire. Puis malheureusement, on l'a pas au Québec. On milite, nous, à la FCC, pour en avoir un. Mais à Ottawa, ce qu'on a vu très souvent, par exemple, sur la question de la filière électrique, parce que pas juste au Québec qui on a embarqué là-dedans. À Ottawa, on a mis, au fédéral du moins, on a mis beaucoup d'argent dans Stellantis, Volkswagen. En fait, Ottawa voulait aussi mettre des milliards dans Northvolt, là. Donc, à tous les niveaux, c'était beaucoup d'argent. Et on se faisait souvent dire, par exemple, que ben, cet investissement-là, inquiétez-vous pas, on va le récupérer. Il y aura un retour pour les contribuables. Puis ce retour sur investissement viendrait après 10 ans. Notamment, c'est ce qu'on disait pour Honda et Volkswagen. Finalement, le directeur parlementaire du budget est sorti en disant non, le calcul qu'on fait, nous, c'est plutôt sur 20 ans qu'on va avoir un retour sur investissement. Ça va prendre une génération avant que les contribuables voient un retour, ne serait-ce que d'une seule scène par rapport à ces milliards qui auront été engloutis. Donc, ça permet justement de faire la lumière sur ce que les politiciens disent et justement aussi de démontrer que peut-être que c'était pas vraiment le portrait complet de la réalité. Ça veut pas dire que les politiciens sont des menteurs pour autant, mais des fois, ils ont besoin justement d'avoir cette contrepartie qui les remet à l'ordre et aussi qui divulgue exactement ce qui se passe avec les finances publiques. Donc, autant pour des décisions d'investissement que pour des budgets. Par exemple, Éric Girard au Québec
À chaque budget, on avait, comment dire, on se faisait pointer des chiffres, puis à la mise à jour économique, ça changeait complètement. La dette augmentait de 20 milliards. Finalement, les dépenses étaient beaucoup moins que prévu ou plus que prévu. Donc, c'est le manque de prévisibilité, c'est que ça affecte beaucoup aussi la confiance qu'ont les gens en des institutions comme le ministère des Finances. Donc, d'avoir un directeur parlementaire du budget, c'est un chien de garde de plus qui serait nécessaire, là. Mhm. Euh, Peut-être une petite parenthèse. Mhm. Je sais qu'il y a des juridictions où il y a des citoyens qui, par exemple, sont appelés à... dans le fond, il y a des référendums sur des gros projets d'investissement ou des projets de dépenses donnés. Mhm. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil sur le principe de base, là? Sur le principe, oui. Je me souviens, je pense que le meilleur exemple que je peux donner, c'est aux États-Unis, où est-ce qu'il y a Mm. beaucoup de référendums qui sont faits. On en parle rarement, on parle surtout des élections présidentielles, mais dans les États, ils ont des référendums par rapport à des projets d'investissement. Un que je me souviens bien, parce que je suis revenu sur le dossier récemment à cause du fameux TGV qu'on va avoir entre Québec et Toronto. Ben, la Californie en veut un aussi. Ben, en fait, depuis 2008, ils travaillent là-dessus entre San Francisco Et et Los Los Angeles, Angeles. ouais. Et quand ça avait été voté initialement, donc il y a eu un référendum, puis les Californiens étaient d'accord. Sauf que le projet était supposé coûter 38 milliards de dollars à l'époque. Là, on est rendu en 2026, puis on parle plus d'une facture aux alentours de 138 milliards. Ça a complètement explosé, puis ça ne sera pas opérationnel avant la fin de la décennie, puis peut-être même la moitié de la prochaine. Donc, oui, il y a une participation populaire, donc il y a une Mhm. légitimité démocratique à ce projet-là. D'un autre côté, est-ce que ça a empêché les dépassements de coûts? Est-ce que ça a empêché peut-être il y a des scandales qui sont liés à avoir lieu? Bon, il y a des enjeux, des externalités qui ont rien à voir, comme les fameux feux qu'il y a eu en Californie, mais il Mhm. n'en reste qu'à la fin, moi, je veux clairement une plus grande participation des citoyens à toute consultation quelconque pour des projets d'infrastructure, comme ça devrait être le cas pour le TGV entre Québec et Toronto, le tramway, Mhm. troisième lien et compagnie. Le seul hic, par contre, c'est que si on se contente de leur demander leur opinion, mais qu'après ça, OK, merci, C'est un contexte budgétaire global, là. exact. Mais, Vous nous avez donné un chèque en ouais. blanc, puis chialez pas, c'est des dépassements de coûts. Je pense qu'il faut aussi avoir justement, quand on parlait du directeur parlementaire du budget, mais il doit aussi avoir des bumps à certains égards, où est-ce que si jamais le projet, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui était prévu d'avance, ben, qu'on vienne à la table, ou sinon qu'on vienne aux urnes et qu'on fasse un autre vote à la limite, là. Mhm. Est-ce que les débats budgétaires sont suffisamment, selon vous, accessibles là, pour le grand public? C'est rare que les gens s'assoient et écoutent les débats budgétaires ou par ailleurs, des fois, ça se passe aussi bon, avec des portes closes. Donc, est-ce que, selon vous, on a assez accès à toute cette information-là, justement en amont, peut-être avant que tout soit décidé, tout soit ficelé? Non, malheureusement, c'est ça. Les débats budgétaires sont vraiment pas assez accessibles au Québec. Je veux dire, moi, je me donne comme travail, humblement, d'essayer d'aider les gens à comprendre certains éléments par rapport au budget. Puis, je veux dire, je suis un analyste en politique publique, je suis pas un fiscaliste, donc il y a toujours une limite à ce qu'on peut décortiquer dans ce que les gens veulent voir dans leur déclaration d'impôt, par exemple. C'est malheureusement pas moi qui va se pencher là-dessus. Mais quand c'est le temps de comprendre un budget, de comprendre une politique publique, de comprendre l'impact que ça va avoir, malheureusement, il n'y a pas assez de communication entre le gouvernement et la population à ce niveau-là. Puis aussi, ben, dans les consultations prébudgétaires, c'est pas assez ouvert. En fait, Mhm. récemment, il y a eu une consultation prébudgétaire du gouvernement en ligne où est-ce que les gens pouvaient participer, sauf que c'était 4 questions avec des choix de réponse Mhm. très orienté, très biaisé. Donc, les gens ne pouvaient pas vraiment donner leur opinion. Ils devaient juste donner ben, un des points qui leur était déjà donné préalablement par le gouvernement. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre pour acquis que notre participation a de la valeur là-dedans? Puis en plus, on ne demandait même pas l'identité des gens. N'importe qui aurait pu s'installer avec des bots, avec une intelligence artificielle, puis truquer un peu la participation citoyenne et ça aurait rien. Je pense pas que ça aurait eu donné quelconque impact parce que la réalité, c'est que le gouvernement, il ne divulgue pas les résultats de ces consultations-là. Mhm. Donc, un très grave manque de transparence à ce niveau-là. Puis en même temps, ben, on regarde aussi le huis clos budgétaire on a encore au Québec. J'y étais la semaine dernière, puis il y a 2 semaines plutôt, où est-ce qu'on est enfermé pendant quelques heures avec le budget. Puis bon, l'information ne circule pas avant 4 heures PM. Puis après ça, tout d'un coup, elle sort de partout. Tous les médias mettent à jour l'information. Puis là, les gens sont comme, OK, ben, il y a 150 nouvelles en même temps qui sortent avec des intervenants de toutes parts. Puis après 2 jours, on n'en parle plus. Ouais, c'est un peu noyé dans trop d'informations. Ouais. Exactement. J'ai envie de faire un petit aparté. Oui. Euh,
je sais pas si vous avez utilisé l'outil, mais dans le fond, avec le chantier énergétique, je pense qu'Hydro-Québec avait fait une espèce d'application où on pouvait nous-mêmes essayer d'arriver à augmenter la capacité au niveau souhaité. Puis là, on choisissait, exemple, on met de l'éolien, on met du solaire et tout ça. Donc, c'était comme un espèce de jeu, si on veut, de projection pour arriver à la capacité énergétique souhaitée avec le coût en fonction du coût total de l'enveloppe. Il fallait respecter plusieurs contraintes. Est-ce que, en termes budgétaires, on n'est pas souvent, justement, habitué à voir les choses à la pièce, comme si c'était un vase clos, puis qu'on ne gagnerait pas justement à s'approprier cet exercice budgétaire de façon de le faire tenir de façon cohérente, globale, parce que des fois, c'est comme si on se dit, ah, est-ce que c'est une bonne idée, exemple, d'investir dans X ou Y, puis là, ben, on se positionne juste sur cet élément-là en disant oui ou non, sans tenir compte du budget global, si on veut, des répercussions. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on fasse davantage d'éducation? Tu sais, puis c'est pas obligé de prendre la forme de cette application, mais davantage d'éducation citoyenne pour qu'on comprenne, si on veut, les répercussions de dire oui à un projet que nécessairement, ça veut dire non à autre chose. Là, donc, Le fameux coût d'opportunité, oui. essentiellement, oui. Puis je crois que ça avait été. Ça fait longtemps que j'ai pas été au secondaire, là, mais je pense qu'il y avait eu un cours que certains voulaient introduire au secondaire, justement, un cours d'économie ou un cours sur les finances personnelles. C'est un début. Je sais pas Oui. s'il est Finances intégré. personnelles, c'est intégré, oui. OK, c'est intégré, Oui. parfait. Parce que je Puis pense que. Dieu sait qu'ils en ont besoin, là. Oui, oui, surtout avec Oui. malheureusement le pouvoir d'achat qui leur Oui, reste. l'inflation et tout. Mais oui, au niveau de. Je pense que, ben, là, il y a les finances personnelles, mais l'économie, on est dans un domaine un peu plus large. Donc, oui, je pense que d'avoir une éducation directe pour les plus jeunes, ça serait déjà pas si pire. Je sais qu'on a quand même beaucoup de podcasts au Québec et d'intervenants Oui. qui quand même parlent d'économie. Fait qu'il y a quand même une volonté à éduquer la population sur ces enjeux-là. Maintenant, c'est la question plutôt du bord du gouvernement, s'il peut être un peu plus transparent puis être un peu plus à l'écoute des préoccupations réelles des citoyennes. Je prends par exemple Hydro-Québec, comme vous avez mentionné. Au cours des 10 prochaines années, on parle d'investissements de pas loin de 184 milliards de dollars pour doubler la puissance d'Hydro-Québec. Je pense pas qu'il y ait ben de consultation au niveau de la population sur ce que ça implique réellement. Parce que là, on voit des gens qui résistent parce qu'ils veulent pas d'éoliennes dans leur cours, ils veulent pas de solaire, ils veulent pas de nucléaire, mais ils veulent une voiture électrique. Il va falloir quand même il y a une part de l'éducation qui est nécessaire là-dessus, mais aussi, c'est à se demander, est-ce que, par exemple, l'engagement d'Hydro-Québec à aller de l'avant avec de tels projets, c'est parce que le gouvernement du Québec lui-même s'est lancé dans comment dire, je pourrais dire ce challenge, ce défi assez colossal d'électrifier le Québec massivement. Il veut pas, on a besoin d'électricité supplémentaire tant pour le parc automobile qu'on va électrifier que pour l'ensemble des infrastructures. Est-ce que le Québec a pris le temps de consulter réellement la population? On a décidé d'aller de l'avant. La réalité, c'est que ce changement de cap-là du gouvernement est arrivé en plein milieu de la pandémie. La population n'était pas vraiment au courant de ce qui s'en venait. Peut-être que sur le coup, les gens, moi je me rappelle 2023, les gens étaient relativement d'accord avec les investissements dans la filière électrique, d'accord avec les orientations d'Hydro-Québec. Mais là, après quelques années à peine, quand on regarde les résultats, puis dans la direction qu'on s'en va présentement, puis en plus avec l'état de nos finances publiques, si on prenait au moins le temps de consulter les gens, est-ce que le gouvernement serait content d'entendre ce qu'il dirait? C'est aussi ça. Des fois, le gouvernement, puis ça, je ne vais pas non plus tomber trop dans comment dire, la conspiration, mais des fois, le gouvernement, il évite de consulter la population parce qu'il sait très bien que la population ne sera pas d'accord avec lui. Puis encore plus, un gouvernement impopulaire, comme c'est le cas présentement, je pense que ça forcerait un recul nécessaire, ou sinon, ben, bon, on verra ce que ça donnera au cours des prochaines élections, mais oui. La dernière partie de l'entrevue, c'est dans le fond comment faire pour qu'on ait une gestion plus responsable. Alors, si on veut mieux protéger les contribuables, assurer une gestion responsable des finances publiques, quelles réformes on doit envisager puis privilégier, selon vous? Oh, j'en ai une liste. J'en doute pas. Je vous écoute. Donc, oui, ben, j'ai parlé longuement du directeur parlementaire du Oui. budget, donc ça, c'est clairement ma priorité. L'ajout d'une liste, on appelle ça en anglais une sunshine list. On n'a pas ça au Québec. En fait, on est la seule province à pas en avoir parce que l'île du Prince-Édouard a décidé de s'embarquer là-dedans pour avoir une sunshine list, c'est-à-dire d'avoir une liste de tous les fonctionnaires qui font plus de 100 000 $ par année au
au nom de l'État. Ça a l'air de rien, mais ça permet d'avoir une transparence complète sur le coût réel de la fonction publique puis de l'exposer. Toutes les provinces le font. Il y a juste donc, avec l'île du Prince-Édouard, c'est rendu la 9e. Il y a 2 juridictions qui le font pas, le Québec et Ottawa. Le fédéral n'est pas transparent à ce niveau-là. Donc, si on veut connaître, par exemple, la croissance des effectifs et la croissance de la masse salariale, il faut faire des demandes d'accès à l'information, il faut fouiller dans les détails, alors que nous, on préconise plutôt une transparence complète à ce niveau-là. Aussi, ce qu'on demande de manière constante, c'est la mise en place d'un comité de révision des programmes. J'ai parlé tantôt de la fameuse commission Robillard sous Philippe Couillard. Il y a beaucoup de gens qui, dans les dernières années, ont entendu parler de DOGE aux États-Unis, le Mhm. fameux Department of Government Efficiency, comme si c'était quoi de révolutionnaire. Mais la commission Robillard, c'est à peu près le même principe. Et ce qu'a fait, par exemple, Stephen Harper en 2010 et 2013, ou ce qu'a fait Jean Chrétien dans les années 90, c'était la même chose. On a forcé les ministères à venir à l'entour du comité, à rouvrir les livres de tous leurs programmes, de tous leurs effectifs, et on s'est mis à poser des questions. Est-ce que ça, c'est un programme qui est nécessaire? Est-ce que ce programme-là est vraiment en demande? Est-ce que ça pourrait être fait par le privé? Ou ça peut être fait par un PPP? Est-ce que ça peut être réorganisé? Il y a plein de questions qu'on se pose, et si jamais il y a trop de non ou de oui selon le type de questions qu'on pose, ben on coupait des programmes. Et c'est comme ça qu'on coupe réellement des effectifs. Présentement, on se contente de faire un ménage par attrition. On attend que les gens partent à la Départ à la retraite. retraite. Oui. Alors que si on veut vraiment s'attaquer aux véritables problèmes de dépenses, ben, il faut s'attaquer au programme directement. Puis un comité permanent de révision des programmes, ça permettrait justement avec la mise en place de lois, ou plutôt de clauses crépusculaires. C'est-à-dire que quand on met un programme en place, il faut arrêter de le voir comme étant permanent. Quand on met une loi en place ou comme un impôt, une taxe, il faut arrêter de le voir comme étant permanent. Il faut vraiment mettre des termes où est-ce que, ben, après 5 ans ou après On X réévalue. on réévalue l'importance de ce programme, cette taxe ou peu importe, du levier comme tel. Parce que malheureusement, au Québec, on a fait qu'accumuler, on a fait qu'empiler, on n'a jamais fait une révision complète de tout ça. Et à chaque fois que ça a été fait comme exercice, ça a ramené l'équilibre budgétaire, ça a réduit le poids de la fonction publique. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça s'est toujours fait, peut-être pas au Québec, mais à Ottawa, avant de faire des coupures aussi drastiques dans la fonction publique, que faisaient les politiciens? Ils gelaient leur salaire. Mm. Puis ça, malheureusement, on n'a pas vu ça au Québec dans les dernières années, même que le salaire des députés a encore augmenté hier, depuis l'augmentation de 30 et plus. Donc, ça fait quand même beaucoup d'augmentation, puis au fédéral également. Mais l'indication qui était faite dans le temps de Harper ou de Jean Chrétien, c'est de dire si on est pour couper dans la fonction publique, on va commencer par nous-mêmes. On va envoyer le signal clair que nous, on va faire des sacrifices avant de demander aux autres de se serrer la Mhm. ceinture. Donc, ça, c'est sûr que nous, ce qu'on préconise à ce niveau-là, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire pour les députés tant qu'il n'y a pas d'équilibre budgétaire. Ne serait-ce que pour dire, écoutez, les gens à la maison, quand ils ne sont pas capables d'équilibrer leur budget, ils ne vont pas se payer un voyage à Walt Disney. Ils vont Mhm. faire des sacrifices jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale. Puis après ça, on se paiera un peu de luxe. Ça devrait être la même chose pour les politiciens. Puis là, je pourrais rentrer encore dans les Ben, détails peut-être longtemps, mais avant de poursuivre la liste, sur le comité, parce que ça a attiré mon attention, sur le comité de oui. révision des programmes que vous souhaitez permanents, là, Mhm. est-ce que ça serait une façon, par ailleurs, de dépolitiser, si on veut, cette question? Parce qu'on ne se cachera pas que c'est quand même difficile de se faire élire pour un parti en promettant bon, d'être responsable et de faire les bons choix, puis de faire des coupes, dans le sens où juste mentionner le mot austérité, ça a un effet, bon, peut-être pas pour tout le monde, là, puis peut-être que vous, comme vous le dites, c'est peut-être en train de changer vu l'état des finances, mais quand même, est-ce que le fait de dépolitiser cette évaluation-là pourrait faire en sorte que le processus se fasse, peu importe qui est au pouvoir, finalement? Exactement. Mm. C'est sûr et certain que, comme n'importe quel organisme gouvernemental, il serait toujours à la merci du prochain groupe de politiciens au pouvoir. Mais oui, de dépolitiser, c'est ce que j'espère. C'est de faire en sorte que ce soit purement automatisé, de manière à ce que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, qu'on fasse quand même attention à l'état des finances publiques parce qu'on est conscient de ce que ça implique si jamais on ne fait pas attention puis qu'on se retrouve avec une dette qui est trop lourde ou que finalement on se retrouve avec des politiciens qui disent ben non, il faut augmenter les impôts. Non, attendez, il y a un ménage qu'on peut faire avant que vous ayez de l'avant avec une telle proposition. Puis en plus, on ajoute d'autres mécanismes, comment dire, non partisans, comme le fameux directeur parlementaire du budget. Ça ajoute justement cette pression-là sur le politique pour dire, avant d'aller de l'avant avec cette décision d'augmenter trop les dépenses ou les impôts,
faites donc le ménage en premier. Donc ça, Mhm. c'est une chose intéressante. Puis d'ailleurs, si je peux me permettre une Oui, dernière poursuivez. proposition, ben, je n'irai pas trop loin, j'avais pas ma liste, c'était pas mal terminé, mais on parle beaucoup des taxes sur l'essence présentement parce Oui. qu'avec raison, le prix de l'essence a explosé. Puis malheureusement, encore une fois, c'est politisé, la solution. Est-ce que là, les candidats à la CAQ parlent de rembourser l'immatriculation, de renvoyer un chèque après le terme. Là, il y a le PQ qui, quand même, s'intéresse à la TVQ, à la double taxation. Le PCQ s'intéresse à la taxe carbone. Il y a quand même des solutions intéressantes qui vont de l'avant, mais malheureusement, au niveau du politique, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mais en Alberta, il existe un mécanisme où est-ce que si le prix de l'essence atteint un certain seuil, donc le prix du baril atteint, je pense, 1,60 $, la taxe provinciale sur les carburants ne s'applique plus ou ne Mm. s'applique que partiellement. Donc, malheureusement, il y a encore une politisation parce que le mécanisme ne peut être engagé que si la première ministre le décide. Pour l'instant, elle ne semble pas vouloir le faire, ce qui est une sorte de trahison que nous, les contribuables, on n'accepte pas. Ma directrice pourra en parler longtemps là-bas, mais il n'en reste que ça permettrait justement de mettre des mécanismes qui protègent le portefeuille des contribuables, et ce, peu importe qui est au pouvoir. Mhm. Donc, de ne pas attendre une promesse électorale pour avoir un chèque si jamais la bonne personne se fait élire. Non, on a besoin d'un répit maintenant. On ne veut pas attendre les prochaines élections pour que ça arrive. Mhm. Euh, Est-ce que, selon vous, ça vaudrait la peine de renforcer les règles d'équilibre budgétaire ou les mécanismes de contrôle des dépenses là, intra-gouvernementaux? Je sais qu'il y a certaines juridictions qui ont des règles fiscales strictes, par exemple des plafonds de dépenses. Est-ce que, selon vous, c'est une piste intéressante? Absolument. Comme je le disais, il faut préconiser toute approche qui met une pression davantage sur la structure, sur l'appareil étatique. Comme je disais, le fait de ne pas avoir d'augmentation de salaire pour les élus ou pour les hauts fonctionnaires, tant on s'entend qu'il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire, ça force effectivement une prise de conscience afin que justement on aille de l'avant avec un plan concret et non pas des promesses en l'air ou des projections qui arriveront probablement jamais. Le fonds des générations, il reste un outil très intéressant. On parlait de la dette au début de l'entrevue, mais on oublie que ce fonds des générations permet justement de réduire le poids de la dette sur l'économie québécoise puis nous maintient dans une bonne santé financière malgré tout. Parce que, bon, je peux parler négativement longtemps des finances publiques, mais la réalité, c'est que on n'est pas non plus la Grèce de 2008. Là. On n'est pas non plus la France présentement. On n'est pas sur le bord d'une crise des finances publiques, mais on a des drapeaux rouges qui commencent à Mhm. se voir. Puis il faut quand même justement resserrer ces mécanismes de contrôle, en ajouter d'autres, puis faire littéralement tout ce qui est possible pour justement éviter qu'on se retrouve avec d'autres décotes qui pourraient affecter la réputation financière du Québec essentiellement. Puis vous avez mentionné le fonds de prévoyance. Bon, au moins ça, c'est une des rares choses que je pense qui a été bien faite par le ministre des Finances, Éric Girard. À chaque année, on se faisait présenter quand même des déficits assez importants, puis tout ce qui a déposé présentement reste condamnable. Mais la raison pour laquelle ces déficits sont toujours moins importants que prévu une fois qu'on révise le tout au compte public, c'est parce qu'ils surévaluent les déficits justement pour avoir un fonds de prévoyance au cas où la situation, une situation comme par exemple une crise commerciale Des ou tarifs, des oui. tarifs ou autres survient. Oui. Donc, c'est toujours une bonne chose d'en avoir, mais il faut effectivement que ce soit un réflexe naturel, et pas juste du ministre, mais de l'ensemble de l'appareil étatique. Mm. On l'a mentionné brièvement, mais quel rôle les citoyens là, devraient jouer dans tout ce qui est gestion budgétaire? Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à davantage de budget participatif? On le voit un petit peu au municipal, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments de budget participatif, exemple, à d'autres paliers de gouvernement? Ou est-ce que ce serait intéressant ou peut-être plus symbolique, puis peut-être pas pertinent? Oui, absolument. C'est sûr qu'une plus grande démocratisation au niveau de la participation ou consultation prébudgétaire, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. C'est vrai, au municipal, c'est beaucoup plus accessible. Je l'avais oublié. Au provincial, j'en parlais tantôt, c'est assez biaisé, puis c'est en ligne, c'est assez Mhm. impersonnel. Puis ça pourrait même s'appliquer au-delà de ça. C'est-à-dire que, par exemple, que les ministères, ben, là, après l'étude des crédits, vont avoir leur budget. L'été, il n'y a pas beaucoup de travaux parlementaires. Je pense que ça serait la bonne période, juste après le dépôt du budget, puis les crédits qui ont été entérinés pour dire, OK, ben là, on peut consulter la population sur comment le ministère de la Culture va utiliser ces crédits, comment est-ce que Mhm. le ministère de la Santé va disposer de ces... bien sûr, il y a des décisions qui ne peuvent pas être renversées, Non, effectivement. mais il n'en reste que dans l'ensemble, une consultation, ça pourrait au minimum, Pour tu une sais, certaine portion du budget, peut-être. Ouais, OK. exactement. Je pense qu'il pourrait y avoir une partie du budget qui serait à la limite discrétionnaire, puis
Donc, si jamais, ben, les gens qui participent à la consultation, là, ce serait une consultation nationale, bien sûr, pour c'est sûr que ça vient avec un coût. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais c'est parce que si on fait beaucoup de consultations, ça devient lourd, c'est administratif. Mais le but, c'est quand même s'assurer à ce que les contribuables se sentent desservis par la machine qu'ils font vivre avec leurs taxes et impôts. Puis c'est pas normal, malheureusement, qu'on ait juste une fois par année, une fois ou 4 ans plutôt, pour pouvoir s'exprimer sur ce genre d'enjeu-là. Puis que malheureusement, ben, quand en plus on a l'opportunité de le faire, ben, on est réorienté, c'est à travers un processus biaisé puis cloisonné. Je pense que les contribuables québécois méritent beaucoup mieux. Mhm. En terminant, ben, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que on a entendu certaines idées, mais dans le fond, quelle idée essentielle là, souhaitez-vous qu'on retienne de cet entretien ou enfin des finances publiques en général? Ben, le Québec a pas de problème de revenus. Ça, on le dira jamais assez. On a couvert le sujet qu'on a un des poids fiscaux les plus lourds à travers tout le Canada et même des pays de l'OCDE. On a un problème de dépenses. Puis malheureusement, pour l'instant, la réaction du politique à cette affirmation-là, elle est trop gênée. C'est-à-dire qu'on veut s'attaquer aux problèmes en surface, mais on sait tous très bien que si on va plus loin, on va devoir se heurter à ce qu'on appelle les gardiens du temple, ceux qui vont protéger le modèle. Je ne veux pas nécessairement pointer du doigt que les syndicats ou les autres professionnels ou même la haute fonction publique, mais il faut se dire qu'à partir du moment qu'on va essayer de pousser un peu plus pour changer le modèle québécois, l'améliorer, ça va pas être facile. Il va y avoir une résistance farouche. Mais la réalité, c'est que oui, au Québec, je pense qu'on est rendu vraiment à cette croisée des chemins. Comme je disais tantôt, le portrait pour les 25 prochaines années ou même pour l'année en cours, c'est pas très rose, là. Je pense que le Conference Board récemment du Canada ainsi que la BMO a annoncé que la production économique, plutôt la croissance du PIB du Québec va être la pire de toute la Confédération canadienne pour l'année 2026. C'est rien d'encourageant de se faire dire ça, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour stimuler l'économie, pour réduire les dépenses, pour faire en sorte que les Québécois, que les particuliers comme les entreprises soient plus libres et faire en sorte qu'on ait un modèle qui fonctionne réellement. Mais pour ça, il va falloir qu'on force le politique à prendre des décisions drastiques. Ça tombe bien, il y a une élection qui s'en vient. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Ça a été très intéressant. Ben, merci Merci. à vous pour l'invitation. Merci.